Cet épisode a été enregistré et publié sur les autres plateformes d'écoute avant que je lance cette chaîne et donc n'a pas été filmé. Mais je voulais quand même vous donner accès aux épisodes, notamment si vous n'avez pas accès aux autres plateformes d'écoute. Donc vous pouvez quand même écouter l'épisode, même s'il n'y aura pas d'image et je ne serai donc pas derrière mon micro sur le canapé en train de vous parler. Mais c'est également le cas pour 2 autres vidéos qui n'ont pas non plus de visuel car je vais également publier les épisodes avant de lancer cette chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos qui sortiront tous les lundis matins auront de nouveau une vidéo et vous pourrez me voir derrière mon micro en train de vous parler sur le canapé. En tout cas, même si la suite de cette vidéo n'a pas de visuel, n'hésitez pas à l'écouter. Nous abordons différents sujets tout aussi intéressants. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un visuel. Hey do! Välkomna dans Norden, le podcast qui explore la vie dans les pays nordiques, et plus particulièrement en Suède. Je suis Perrine Burderon et aujourd'hui je vous emmène au cœur du quotidien nordique. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur... J'avais parlé de la langue suédoise, mais bon, je vais pas vous faire un cours de langue, vous inquiétez pas, mais beaucoup me demandent déjà quelle langue ils parlent, est-ce que c'est dur, est-ce qu'avec l'anglais on peut s'en sortir ? Donc voilà, je voulais revenir un peu sur tout ça, et puis aussi parce que vraiment, si un jour vous voulez partir en Suède, si c'est votre projet, je pense qu'il y a des termes qu'il faut connaître, qui sont absolument à connaître, et même de manière générale pour votre propre culture générale, il y a vraiment des termes assez spécifiques qu'on ne peut pas traduire. Donc c'est un peu sur ça qu'on va discuter aujourd'hui. Avant de vraiment parler du suédois, si vous parlez... Donc la question qui me revenait souvent, c'est est-ce qu'on peut vivre en Suède en parlant juste anglais ? Alors j'avais envie de répondre... je pense que je vais répondre ça dépend. Déjà, ça dépend où est-ce que vous venez vivre et dans quoi vous travaillez. Parce que, alors, comme je dis souvent, moi j'habite dans le sud de la Suède, là où c'est une zone qui bouge beaucoup, très internationale. Malmö et Lund, ce sont 2 villes qui sont très très internationales, il y a beaucoup de mouvements. On n'est pas très loin du Danemark. Certaines personnes même travaillent à Copenhague, donc l'anglais, c'est vraiment aucun problème. Donc moi, je commence à apprendre le suédois et ça fait un peu plus de 2 ans que je vis ici. Et en vrai, s'en sortir dans le pays, c'est-à-dire s'installer, pouvoir discuter, que ça soit à la banque, au supermarché, avec des amis, enfin, l'anglais, c'est aucun problème. Même si pour pouvoir s'intégrer dans un pays et vivre dans le pays, c'est quand même mieux d'avoir, de parler la langue locale et en tout cas d'avoir des notions. C'est un minimum, mais en tout cas, si vous parlez juste anglais et que vous voulez venir visiter ou en tout cas commencer à vous installer sans la langue, ça, c'est pas un problème. Mais si vous montez, je sais que... Alors, bien sûr, si vous allez habiter à Stockholm, pareil, je pense que à la capitale, c'est comme à Paris, beaucoup parlent anglais, donc ça sera pas un problème. Mais ensuite, si vous allez un peu plus au nord ou dans d'autres villes suédoises, je pense que ça pourrait être un peu plus compliqué. Je pense qu'en Laponie, il doit sûrement y avoir des gens qui parlent anglais, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais ça doit être moins courant et peut-être un peu plus difficile. Les gens sont peut-être... Parce qu'ici, vraiment, là où j'habite, les gens sont vraiment bilingues. Ils parlent très très bien. Donc voilà, donc ça dépend vraiment où vous installez en Suède, mais je pense que de manière générale, ça pose pas tellement de problèmes. En tout cas, ça peut vous aider à vous installer et à vous inclure un minimum. Comparé à la France, où en France, on parle pas très très bien anglais. Enfin, on a un peu le cliché, où, surtout en campagne, où il y a quand même beaucoup de personnes, en tout cas les générations d'avant, parlent pas forcément, il y a encore beaucoup de gens qui parlent pas forcément bien anglais, alors qu'ici, jusqu'à 80-90 ans, les gens parlent anglais. Là, je me rappelle, le premier mois où j'étais ici, j'avais croisé une mamie qui me parlait en suédois et qui me demandait son chemin. Et donc moi, je lui dis en anglais que je suis désolée, je parle pas très bien suédois, je comprends pas. Et en fait, elle a switché en anglais super vite, mais elle avait 70-80 ans, la mamie. Elle a switché en anglais super vite et en fait, elle m'a dit, voilà, je cherche mon chemin, je voudrais aller là, est-ce que vous savez où c'est ? Et je suis restée bloquée en mode, waouh, mais la mamie, elle parle super bien en anglais, quoi. Et je pensais que c'était peut-être un cas isolé, peut-être que elle parle particulièrement, mais non, vraiment tout le monde. Et donc moi, ça nous a jamais posé trop de problèmes de pouvoir communiquer avec les gens. Peut-être, il y a peut-être des exceptions, il y a eu des petits exemples par-ci par-là.
Mais franchement, je pense qu'à 90%, on peut communiquer avec les gens et sans trop de problèmes. Peut-être si vous expatriez un peu plus des grandes villes, donc par exemple, nous, on n'habite pas non plus dans les grandes villes directement. Là où on habite, ça arrive quand même souvent de trouver des gens qui parlent pas bien, mais en tout cas qui parlent. Ils font les efforts. Franchement, les Suédois, ils vont vraiment faire l'effort de nous parler parce que déjà, par respect, ils veulent pas nous mettre mal à l'aise, ils veulent vraiment nous aider et ils vont être vachement respectueux d'essayer de pas mettre mal à l'aise la personne. Donc ils vont pas être là en mode désolé, je comprends pas, j'ai pas envie de vous parler, ou ils vont faire le minimum. Non, ils vont essayer de parler et des fois ils vont être là, je suis désolée, mon anglais est pas très bon et limite l'anglais est meilleur que le mien et donc on est là, non mais vous parlez très bien et sauf qu'ils sont toujours à s'excuser en mode je suis désolée, alors qu'en France je pense qu'ils vont être là en mode ouais non je parle pas anglais, j'ai pas envie de parler quoi. Alors je fais une généralité, hein, c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas partout pareil, mais voilà, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on l'a vécu. Ensuite, pareil, pour travailler en anglais, ça va dépendre vachement des zones. Ça va vachement dépendre de votre milieu, dans quoi vous travaillez. Parce que alors moi, dans la recherche, tout est en anglais. Justement, même le suédois est pas tellement utile. C'est d'ailleurs pour ça que je commence seulement à apprendre le suédois. C'est vraiment, l'université est à 100% en anglais, les laboratoires c'est tout en anglais. Mon conjoint, lui, il est dans une boîte privée où c'est en suédois, mais pour le moment il parle pas suédois et en fait ses collègues avec lui ils parlent en anglais, les réunions sont en anglais, mais entre eux les collègues parlent en suédois parce que c'est un des seuls internationaux. Donc, mine de rien, c'est quand même utile d'apprendre le suédois pour s'inclure et comprendre toutes les conversations, mais ça n'empêche pas de travailler, et parce que c'est une boîte internationale et que c'est tout en anglais. Donc voilà, ça va dépendre. Donc nous, on est dans un milieu assez anglophone, mais je pense que si vous travaillez dans des endroits un peu plus spécifiques, je sais pas, si vous êtes prof à l'école, à l'hôpital, faut apprendre à parler suédois. Et là, j'ai une amie qui est américaine, donc qui parle très 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 bien anglais. Et en fait, elle peut pas travailler pour le moment. Elle est infirmière parce que elle parle pas la suédois. Donc il lui faut la langue, ce qui est normal parce que les patients ont besoin d'avoir un soignant qui parle la même langue. Mais moi, pour être allée plusieurs fois à l'hôpital, notamment pour accoucher, l'anglais a pas été trop compliqué. Genre, j'aborderai pas forcément ce sujet-là maintenant sur l'hôpital et tout. Ça va être un sujet d'un autre podcast. Mais en tout cas, ça nous a jamais bloqué d'avoir les soins, de mal se faire comprendre. Enfin voilà, en tout cas, ça nous a jamais posé trop de problèmes parce qu'on parlait pas suédois. Mais le pays, quand même, il existe un programme dans lequel justement je suis, qui s'appelle la SFI. Et en fait, en français, c'est le suédois pour les immigrés. C'est vraiment un programme fait pour les immigrés, parce que, mine de rien, on dit souvent qu'on est expat, mais on est immigré. On a immigré dans le pays. Et en fait, c'est vraiment des cours de suédois gratuits, un programme qui est national. Donc, dans toutes les villes, vous avez ce programme-là. Et c'est gratuit et ça nous permet d'apprendre à parler suédois. Alors, vous avez le programme version rapide. Je ne sais pas comment on dit en français. J'ai que le mot en suédois. Mais de version très rapide, accélérée. Voilà, en version accélérée pour apprendre le plus rapidement possible. Mais c'est genre tous les jours, 3 à 4 heures de suédois par jour. Ou en plus, après, il faut faire les devoirs, il faut travailler son suédois à la maison aussi. Donc ça, c'est vraiment un programme à la journée si vous travaillez pas ou si vous travaillez un peu en décalé ou vous pouvez vous adapter. C'est un peu ce que donc moi, c'est ce que dans le programme que je suis, j'y vais tous les jours pendant 3 heures. Et sinon, il y a le programme du soir. Si vous travaillez à la journée dans une entreprise et que vous ne pouvez pas vous adapter aux horaires, ça, c'est pas grave. Ils ont aussi un programme du soir où les cours, je crois que c'est 3 à 4 fois par semaine, mais ça permet d'apprendre la langue. Et donc ça, c'est vraiment fait pour tous les immigrés, peu importe la nationalité, peu importe l'histoire derrière, parce qu'il y a des immigrés qui sont là, des réfugiés même, je dirais, pas que des immigrés, mais des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, alors que moi, ça a été un choix. J'ai décidé de venir vivre dans ce pays, alors qu'il y a des gens, ils ont juste fui leur pays, malheureusement. Parce que pour X raisons, je ne vais pas parler de la politique ici, mais en tout cas, avec moi, dans ce programme-là, j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'Ukraine ou d'Afghanistan, par exemple. En tout cas, beaucoup de femmes qui viennent d'Afghanistan. Et donc, ces personnes-là n'ont pas choisi, en tout cas, de venir en Suède. Mais du coup, le pays fait en sorte que les personnes qui
qui choisissent ou qui choisissent pas, soient mieux intégrés, puissent travailler dans le pays. Et donc, en apprenant la langue, ça permet déjà de faire une première étape dans le pays. Ça permet d'être inclus et de se faire à la culture et ensuite de trouver un travail et le plus rapidement possible, parce que vraiment, le programme est fait pour qu'on apprenne le suédois le plus rapidement possible pour qu'on puisse aussi... Et c'est aussi adapté à un suédois pour travailler. C'est pas vraiment Where is Brian? Brian is in the kitchen. C'est vraiment le suédois est fait pour qu'on puisse parler. Et je trouve ça vraiment pas mal, cette un peu de façon de penser, parce qu'en Suède, je suis pas sûre qu'il y ait un programme national qui est fait pour toutes les personnes étrangères pour apprendre le français. C'est un peu démerde-toi, apprends par toi-même. Et puis des fois, les gens sont pas forcément inclus. Et meilleure est l'inclusion, meilleurs sont les gens dans le pays, se comportent mieux aussi, je pense. Enfin voilà, en tout cas, il y a plein de raisons qui fait qu'il faut apprendre la langue dans le pays pour mieux s'inclure et trouver du travail et que la société marche mieux aussi. Donc voilà, le pays propose ça. Je sais pas s'il propose ça au Danemark, Norvège ou Finlande, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a en Suède, c'est gratuit, c'est vraiment bien fait et on apprend la langue assez facilement. Et donc, en parlant de la langue, je vous avais dit qu'il y avait des mots qui existaient, qui ne sont pas traduits, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Déjà, au niveau de l'alphabet, il y a des lettres en plus. Avant que vous me posiez la question, il y a 3 lettres en plus dans l'alphabet. Il y a le A avec un petit cercle au-dessus, qui est un peu le similaire de O en français. Il y a le A avec 2 points. C'est un peu l'équivalent de le E accent grave, par exemple. Et ensuite, il y a le O avec 2 points. Et c'est un peu l'équivalent de notre OE attaché, le E. Et donc voilà. Mais ces lettres-là figurent dans l'alphabet. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un clavier, on a le clavier suédois, il y a ces 3 lettres-là en plus dans l'alphabet. Et par exemple, il y a la lettre, le E, le O 2 points. En danois, c'est l'équivalent, le O barré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des mots avec un O barré, c'est ça. Et c'est le OE, un peu comme œuf. C'est un E très grave, je ne le dis pas très bien comme ça. Mais quand je parle, je vous promets, je parle bien. Mais en tout cas, voilà, il y a 3 lettres en plus. Et maintenant, je m'y fais. Mais au début, il faut y penser, quoi. Et les prononciations, c'est assez dur, je trouve, à prononcer quand même. Et pour revenir aux mots dont j'ai mentionné un peu avant, il y a par exemple donc, le premier mot que vous devez connaître si un jour vous venez en Suède et pour vous installer ou pour des vacances. Franchement, ce mot-là, vous devez le connaître, c'est le fika. Et en fait, le fika, donc souvent les gens vont me dire ouais, c'est une pause café quoi, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que donc le fika, ça signifie en fait, c'est un mélange entre café et gâteau. Gâteau, ça se dit coca. Et en fait, c'est un mélange entre café et coca. Et ça donne fika. Et en fait, sauf que c'est vraiment dans la culture suédoise. C'est pas juste un mot, ouais, on fait une pause café. D'ailleurs, il y a un verbe qui existe. Jag, c'est je. Jag fikar, c'est je fais ma pause café. Ils ont vraiment un mot qui existe pour dire là, on fait le fika, quoi. Et en fait, c'est vraiment une pause, plus qu'une pause café, c'est une pause dans ta journée pour vraiment apprécier le moment présent, s'asseoir et boire ton café, ton thé, avec un petit gâteau, un petit cannelle-bouillon. Voilà, peu importe ce que tu manges avec, mais c'est une pause dans ta journée où tu fais un fika. Et par exemple, dans les villes, en Suède, il n'y a pas beaucoup de bars. Il y en a, mais pas énorme. Il y a pas, tu vas pas aller sortir le soir, boire ta bière. Il y en a, mais c'est pas tant que ça. Alors que faire des fikas, il y a des cafés à tous les coins de rue, des grandes enseignes versus des petits cafés locaux. Et en fait, c'est assez intéressant et c'est assez... vraiment, les gens, peu importe quand dans la journée, vont aller faire un fika. Tu veux rencontrer tes potes, tu vas aller au fika avec tes potes et tu vas au café, tu te poses et c'est vraiment un moment dans la journée. Et pour vous dire, même au travail, on a le fika. Nous, au labo où j'étais, c'était tous les vendredis à 14h, on a le fika. Et c'est vraiment une institution. C'est tous les vendredis à 14h. Alors, il n'y a aucune obligation, mais quand même, c'est mieux de le faire pour déjà s'inclure dans la société. Mais il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que si tu ne veux pas aller au fika, personne ne va te le reprocher. Mais en tout cas, toute la boîte s'arrête et se rejoint dans la cuisine, autour de la table, pour boire son café. Nous, il y avait quelqu'un qui ramenait chaque semaine un fika, on cuisinait ou on achetait un gâteau. Et c'était vraiment une pause dans la journée où tu te prends le temps d'apprécier ton moment présent et de discuter autour d'un café de tout et de rien, autre que le travail.
Mon conjoint qui est lui en boîte privée, bah lui c'est l'inverse, c'est la boîte qui paye le fika, mais vraiment toute la boîte. Il y a le fika, donc lui son équipe se rejoignent autour de la table, je sais pas comment c'est, de leur table de cuisine, de salle de pause, peu importe. Et en fait donc ils ont un étage où il y a une cuisine pour toute la boîte et la boîte paye le fika, donc ils ont chaque semaine un gâteau différent. Des fois, ça va être un cannelle bouillon, des fois, ça va être juste un petit gâteau au chocolat, peu importe. Et donc, chaque semaine, à 14h, le vendredi. Je sais pas pourquoi c'est la même heure, parce que je crois que ça varie en fonction des entreprises. Ils se posent autour. Donc, l'équipe s'arrête de travailler pour boire son café. Et c'est vraiment... plus que juste, voilà, comme je disais, c'est plus qu'une pause café, c'est vraiment un moment où on apprend aussi à savoir s'arrêter, savoir se poser, savoir souffler, savoir partager avec les autres et savoir vraiment prendre le temps. C'est toujours prendre le temps. Et ce qui est très dans la culture suédoise, savoir prendre le temps, savoir souffler, ne jamais trop se dépêcher, tout en étant efficace, bien sûr, tout en faisant les choses, mais savoir aussi apprécier le moment présent. Et voilà, le fika, c'est un peu ce que ça représente. C'est pas juste une petite pause café, mais c'est vraiment un moment dans la journée où on se pose. Bah, nous, quand on est ado, en tout cas, enfin ado, même à la fac, on allait se poser, boire une bière. Bah là, eux, ils se posent un fika. Et ça ensuite, ça rebondit sur le mot d'après qui est lagom. C'est en fait justement lagom, c'est vraiment une expression chez eux qui veulent dire ni trop ni pas assez. C'est-à-dire qu'il faut savoir apprécier le moment présent. Il faut savoir ne pas trop en faire. Il faut savoir en faire suffisamment, mais pas trop non plus. Et ça, voilà, savoir en faire suffisamment dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, je sais pas, quand on cuisine, ne pas faire 8 kilos de pâtes, mais savoir en faire suffisamment, mais pas non plus 8 tonnes. Donc c'est toujours ni trop ni pas assez. Et donc des fois, quand on dit, je sais pas, j'en prends combien ? La gomme. Ou j'en fais combien ? La gomme. C'est vraiment une expression. Et dans la vie, même au travail, c'est surtout savoir être efficace dans son travail, savoir travailler efficacement, mais pas se tuer à la tâche, pas éviter le burn-out, pas ne trop en faire. C'est-à-dire que ça servira à rien de partir après 16-17 heures juste parce que tu veux montrer que tu fais des heures. Si t'as pas plus de taf que ça, si en fait t'as déjà fait ta journée et que t'as été efficace, en fait, il faut savoir aussi s'arrêter et ne pas trop en faire. Mais en faire quand même suffisamment pour être efficace. Donc voilà, c'est un peu, ça rejoint, je trouve que les deux mots, ce fika et la gomme, c'est un peu, ça se rejoint et ça montre un peu comment est la culture suédoise, comment ils sont et calmes et posés. Et ce qui est marrant, parce que moi je suis assez speed et je suis pas du tout posée. Quand mes potes qui écouteront rigoleraient, se dire mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce pays ? Et au contraire, ça me convient plutôt bien, je me sens bien et je pense que justement ça m'aide à me poser, à être calme, à pas trop en faire et savoir respirer, quoi. Mais en tout cas, c'est les deux mots principaux qu'il faut connaître avant de venir en Suède, surtout le fika. Vraiment, sachez qu'il faudra faire un fika. Boire un fika, ça veut rien dire, mais en tout cas, faire le fika si un jour vous venez en Suède, c'est la base. Et ensuite, j'avais un mot que j'avais trouvé en préparant l'épisode qui m'avait fait un peu rire et j'avais un peu oublié. C'était le bad kruka. Alors, je sais pas si je le dis bien, mais ça montre un peu, c'est un peu spécifique de la culture suédoise et nordique. C'est la peur de se baigner, et notamment si l'eau elle est froide. C'est-à-dire que nous, on va pas y penser. L'eau elle est froide, on va pas se baigner. Sauf que ici, les bains nordiques, c'est assez courant que d'aller plonger dans l'eau, même si elle est très froide, justement, c'est très bon pour la peau. Donc après un sauna, ils sautent dans la mer, dans le lac. Enfin, les gens se baignent un peu à l'année, mais pas se baignent pendant des heures. Juste, ils sautent dans l'eau, il reste 2-3 minutes. Ils ressortent, c'est bon, c'est très bon pour la circulation sanguine, c'est très bon pour le corps. Et c'est un peu une institution ici, c'est normal, quoi. Et donc, ils ont vraiment un mot, bad kruka. Donc, kruka, je suppose que c'est la peur. Et bad, c'est le bain. Et donc, c'est vraiment la peur de se baigner, notamment si l'eau, elle est froide. Donc, c'est un peu drôle qu'ils aient vraiment un mot pour ça, alors que nous, ça nous viendrait même pas à l'idée. Si l'eau, elle est froide, on va pas se baigner. Moi, si, mais en tout cas, on n'est pas là. Non, si l'eau, elle est à 5-10 degrés, ça nous vient pas à l'esprit. Alors qu'ici, en janvier, vous allez vers les points d'eau. Des fois, il y a des gens qui sautent dans l'eau. Vers les saunas, il y a toujours un point à accès à une eau froide. Donc, on sort du sauna, on va dans l'eau froide. Et le bain nordique n'est pas un cliché. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ce mot un peu drôle et je me suis dit, ça, il faut que je le partage. En plus de ça vous servira pas tellement. Si vous venez visiter la Suède, c'est pas grave si vous reteniez pas bad kruka. Je pense pas que ça vous fera défaut.
Mais en tout cas, il y avait d'autres mots que je voulais partager, mais bon, ça fait déjà un petit moment que je parle. Et notamment, le musa et la hudge, c'est un peu un concept danois, c'est des concepts scandinaves. Mais peut-être que je ferai un épisode en entier là-dessus sur le hugge. Je ne sais même pas si je dis bien, c'est danois. Et musa, c'est suédois. Et pareil, c'est des mots spécifiques, mais qui parlent vachement de la culture des deux, de la culture scandinave. Donc là, je pense que ça mérite un autre épisode là-dessus. Ah si, il y avait encore un mot avant que je vous quitte. C'est le bonus barn que j'avais vu aussi. C'est en fait le fait, je trouvais ça sympa et assez mignon, c'est le fait d'avoir un enfant supplémentaire à la suite d'une famille recomposée. C'est-à-dire que je sais pas, vous êtes divorcé, vous avez eu des enfants en tout cas, peu importe marié ou pas. Vous avez eu des enfants et ensuite vous vous séparez, vous retrouvez quelqu'un qui a aussi des enfants. Et en fait, si vous les considérez comme vos propres enfants, c'est-à-dire que pour qu'ils soient inclus, pour que la famille soit recomposée, vous considérez un peu ces enfants comme des bonus barn. Barn, c'est enfant. Et comme un peu un enfant bonus, c'est-à-dire que je ne l'ai pas porté, si vous êtes une femme. En tout cas, il n'est pas biologiquement le mien, il vient de mon conjoint, mais je le considère comme de ma famille. Et du coup, j'ai gagné un enfant supplémentaire. Donc, je trouvais ça trop mignon comme expression, bonus barn. Donc voilà. Bon, après, je suis pas issue de famille recomposée, donc peut-être que certains écouteront et diront bah non, c'est un peu bizarre comme expression, je sais pas. Mais moi, je trouvais ça mignon. En tout cas, c'était le dernier mot avant de vous quitter. Mais je pourrais faire 30 minutes d'épisode sur la langue suédoise. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite en tout cas une bonne semaine à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Hej då!